Bonjour. Bon, je ne sais pas si vous avez du plaisir à regarder ces vidéos, à écouter ces vidéos, à découvrir l'espace relationnel qui vous occupe tous les jours. Mais en tous les cas, dans ce qui me concerne, je prends beaucoup de plaisir à créer ces vidéos et ça m'enchante littéralement de m'exprimer devant mon téléphone. C'est très rigolo. Et l'expression est un élément de ma mission de vie, donc c'est vraiment un exercice que je trouve pour moi vraiment merveilleux. Voilà, aujourd'hui, du haut de ma superbe, je vais vous parler de responsabilité. Et je fais ce petit cinéma pour valider le fait que le mot responsabilité, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il était maléficié, enfin, c'était pas juste, enfin, j'en avais une définition qui n'était pas juste et qui finalement ne me permettait pas d'intégrer cette notion de responsabilité pleinement et de manière juste, avec du justesse dans ma relation à l'autre. Et donc je crois qu'il est important de borner cette responsabilité dans l'espace relationnel, d'en définir les contours et de pouvoir justement prendre ce qui nous appartient et laisser à l'autre ce qui lui appartient. Et donc dans l'espace relationnel que nous vivons 1000 fois par jour avec les autres, c'est quand même drôlement important de poser ces bornes, notamment avec les enfants aussi, dans l'éducation que nous avons avec les enfants, parce que là aussi, je pense que nous marchons sur la tête à beaucoup d'endroits. Donc quand je fais mon petit sketch de parler de responsabilité avec une intonation presque gaulienne dans ma voix, c'est pour dire que finalement j'observe des gens de notre élite, dans notre aristocratie, qui utilise ce mot responsabilité à tout va. J'ai entendu encore ce matin que je ne sais plus qui avait fait quelle action ou avait choisi telle direction en responsabilité. Et du coup, mais ça veut dire quoi précisément ça veut dire quoi en responsabilité? Concrètement, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux. En tous les cas, ce que j'ai découvert, c'est que pour les ministres, pour les présidents, les ministres, les députés, les sénateurs, ils n'avaient pas de mandat impératif. Ils ont juste un mandat législatif et du coup, ils n'assument finalement aucune responsabilité dans ce qu'ils font. Si quelqu'un nous entraîne dans la ruine de notre pays, c'est pas lui qui va rembourser, qui va assumer les conséquences de son choix, de ses choix et de ses décisions. Non, c'est pas lui. Si quelqu'un était amené à nous imposer un traitement particulier qui avait des conséquences considérables sur la population, c'est pas lui qui va... quelle responsabilité ils ont, ces gens-là? Donc le mot, il est dévoyé finalement. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc la responsabilité, c'est quoi? Alors pour moi, encore une fois, je vous parle de moi, et moi je picore des informations à droite à gauche, et je les reprends à mon compte, et je les, avant de les avoir retransmis ici, je les malaxe comme une vache peut digérer, redigérer, remâcher une information pour se l'approprier et du coup faire du lait. Bon, je ne fais pas de lait. Donc le mot responsabilité vient du mot responsare qui vient de l'italien, me semble-t-il, et qui veut dire apporter une réponse à une situation donnée. Et donc la responsabilité, c'est d'être en capacité de pouvoir apporter une réponse à une situation donnée. Et donc cette notion de réponse nous amène à une réparation, une notion de réparation. Une notion de réparation après coup, une fois que le jouet est cassé. Donc oui, bien évidemment, quand nous faisons une action une action, des propos, que sais-je, quand nous agissons dans la vie et que ça a des conséquences sur nous-mêmes ou sur autrui, eh bien oui, il faut réparer les conséquences. Si par maladresse, je fais tomber mon plateau avec mes verres, mes bols et que sais-je, eh ben oui, je vais être responsable. Donc il va falloir que je nettoie tout le quartier qui est rempli de morceaux de verre. Et puis il va falloir que je me réapprovisionne
en verrerie, en bol, en trucs, enfin les choses qui sont cassées. Donc il faudra bien que je répare ma bêtise. Donc c'est ça, apporter une réponse à une situation donnée. Sauf que c'est pas quand il y a 5 personnes sous la voiture qu'on peut parler de responsabilité. C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Comment on peut réparer ce genre de choses? Comment on peut réparer le fait d'avoir incendié un bus avec des personnes à l'intérieur? Comment on peut agir de la sorte? Comment est-ce possible? Comment peut-on réparer les conséquences dramatiques que ce genre d'actions peuvent avoir? Donc ça veut dire que la responsabilité, elle se fait en amont. Elle se joue déjà en amont d'une situation. Et que donc du coup, cette réalité-là nous ramène à une verticalité comme la souveraineté. Donc là, je vous parle de deux valeurs que nous devrions intégrer dans notre espace relationnel. Et ces deux valeurs déjà nous invitent à nous mettre dans un axe, sur un axe, dans une verticalité. Et de nous mettre droit dans nos chaussures par rapport à ces valeurs. Ces valeurs qui finalement nous imposent d'avoir une justesse dans notre existence, dans nos actions, dans tout ce que nous allons manifester dans notre vie. Et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et vous allez voir, quand nous allons voir la valeur de liberté, eh ben oui, mais on est libre, oui, mais on est libre après avoir validé toutes les valeurs précédentes, et que du coup, ben oui, mais notre liberté, elle est finalement, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et donc si nous sommes tous finalement dans cet axe, dans cette verticalité, et si nous respectons ce chemin, le chemin de la vie, avec ses valeurs, eh bien, regardons comment nous pouvons vivre le paradis. C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est réalisable, je ne sais pas, c'est peut-être juste mon petit délire à moi, mais j'ai envie de le partager, j'ai envie de le faire vivre. Donc la responsabilité, c'est avant que ça se passe. Et donc nous devons avoir une conduite responsable. Ce qui veut dire que nous devons agir de manière à éviter un accident, à éviter de mettre 5 personnes sous la voiture. Nous devons éviter de mener une action qui pourrait porter tort à quelqu'un. C'est ça la responsabilité. Et donc j'ai défini 4 ou 5 directions de cette responsabilité. Donc nous avons vu avec la vidéo précédente le fait que nous sommes responsables de nos choix et de nos décisions. Et nous sommes responsables de nos choix et de nos décisions parce que nous devons assumer justement les conséquences heureuses ou malheureuses d'un choix ou d'une décision que nous aurions pris, parce que si c'est pas nous qui prenons la décision pour nous-mêmes, ben pourquoi nous allons... Enfin, c'est pas juste. Si c'est moi qui dois assumer les conséquences d'un choix, c'est à moi de la choisir. C'est à moi de choisir le modèle de la voiture que je veux acheter. C'est pas mon voisin, c'est pas je sais pas qui. Ce qui veut dire que là, admettons que j'avais ce pouvoir-là de vous imposer, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, le fait d'acheter une voiture à 100 000 euros, par exemple. Ben, j'espère que vous allez me dire non, Francis, mais ça t'appartient pas. Attends, c'est moi qui vais payer le crédit, c'est moi qui vais m'engager sur le crédit pendant je sais pas combien de temps. Puis 100 000 euros, je les ai pas, et puis de toute façon, j'ai pas besoin de voiture, je fonctionne en vélo, ou que sais-je. Enfin, chacun va avoir ses arguments à lui ou à elle, et donc oui, bah oui, bien évidemment. C'est à vous d'assumer vos choix et vos décisions et de faire vos choix, et c'est ça qui fait la souveraineté. Et c'est pour ça que nous devons veiller, nous devons être les gardiens précieux, féroces gardiens de notre souveraineté, tous. Et si nous le faisons tous, nous protégeons tous les uns les autres. Parce que le principe de réciprocité joue à plein, et ce qui est important pour moi est important pour l'autre. Et si je le fais égoïstement pour moi, je le fais aussi pour les autres. Et c'est là où nous retrouvons l'unité. L'unité du plus grand nombre. Et donc avec cette responsabilité, ben, c'est un peu la même chose. Nous sommes responsables donc, de nos choix et de nos décisions. Mais donc une fois que nous avons choisi et décidé, ben, nous passons à l'action. Et donc nous sommes aussi responsables de notre action. Vous êtes en voiture, vous avez un ami, une amie à côté de vous, et c'est vous qui avez le volant, les manettes, enfin, c'est vous qui êtes le maître du véhicule. Et vous devez être maître du véhicule. Première règle, restez maître de son véhicule. Okay.
Et puis cette personne vous dit, bah, tiens, à la prochaine, tourne à droite, tu verras, je vais te faire découvrir un autre chemin qui est plus court et qui va nous éviter les bouchons. Alors si je prends le petit film là que je viens de vous décrire et que je le fais en mode ralenti, ça veut dire que la personne à côté de vous, elle vous propose une expérience. Et que, alors là, vous êtes dans votre souveraineté, de la tête jusqu'à vos chaussettes. Bon, est-ce que, oui ou non? Est-ce que j'ai envie selon mon état de fatigue, selon la situation, selon le moment, est-ce que j'ai envie de faire cette expérience et de tourner à droite pour prendre ce nouveau chemin que je ne connais pas? Oui ou non? Souveraineté. Oui, ok, j'accepte. Donc j'accepte, je fais un choix, j'accepte, je décide de tourner à droite. C'est mon choix, c'est votre choix, ça vous appartient. Et donc c'est vous qui avez les commandes, donc vous agissez, vous mettez votre clignotant pour aller à droite, et vous allez tourner à droite. Manque de bol, 200 mètres plus loin, vous avez un accident. Que vous soyez responsable de l'accident, c'est-à-dire que vous ayez vous-même créé l'accident, ou que vous ayez finalement subi cet accident, c'est vous qui êtes aux commandes et c'est vous qui êtes responsable finalement de ce qui vous arrive. Et cette notion d'être responsable de ce qui nous arrive, c'est également extrêmement important. Et donc là, dans cette situation-là, je ne sais pas comment vous pourriez réagir. Est-ce que vous avez déjà réagi comme ça dans d'autres circonstances? Mais moi, il m'est arrivé effectivement de vouloir finalement réduire ma responsabilité, réduire mon stress, ma culpabilité intérieure d'avoir créé un truc de ce genre-là. Et du coup, je dis, si tu m'avais pas dit de tourner à droite, on n'en serait pas là, j'aurais pas planté ma voiture. Et donc c'est une manière de se défausser de sa responsabilité. Et qui ne le fait pas? Qui ne l'a pas fait? Je sais pas. Moi, je peux dire pour moi. Et donc on est là, en fait, on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette relation que nous avons avec l'autre, eh bien, voilà, la responsabilité, nous ne savons pas trop où la placer et nous essayons de la déplacer pour que l'autre prenne sa part, en fait. Et donc, oui, l'autre, il a aussi sa part. Hein, l'espace relationnel que je mets comme un cercle hein, dans les dessins qui sont dans le livre, dans mon livre. Ce cercle, cet espace relationnel est séparé par une ligne pointillée, rouge, une ligne virtuelle qui sépare cet espace relationnel en deux parties égales. Et nous avons aussi une égalité relationnelle et donc un partage de la responsabilité dans cet espace. Mais cette limite nous définit quelle est ma responsabilité, quelle est la sienne. Donc oui, l'autre, il a cru bien faire en vous proposant cette expérience, sans imaginer qu'il y aurait une conséquence de cet ordre-là. Donc on peut dire qu'il est responsable de ses propos, oui, mais alors, vous êtes responsable de vos choix, de vos décisions et de votre action, et c'est votre responsabilité. Et c'est super important de borner ça, de pouvoir redonner à Pierre ce qui appartient à Pierre et redonner à Paul ce qui appartient à Paul. Et de borner ça. Et de ne pas chercher à vouloir se défausser d'une manière ou d'une autre de sa responsabilité. Pourquoi c'est important? Parce que si nous voulons que l'autre soit responsable de lui, et si nous ne voulons pas assumer les conséquences de ce que fait l'autre, de ce que choisit l'autre, nous devons aussi borner notre responsabilité et dire oui, j'ai fait une connerie, je la paye. Bon, maintenant il y a des assurances, hein, et les assurances viennent là aussi, on assume notre responsabilité au travers d'une cotisation d'assurance, avec du malus, avec tout un tas de choses pour nous dire, voilà, on est responsable, on paye plus, on est sanctionné, on paye plus. Et donc c'est important aussi dans cette réciprocité. Si je ne veux pas aller en prison pour le vol ou le crime d'un autre, déjà je veux pas le faire. Déjà je vais pas le faire moi, mais je veux pas quand je fais une connerie, je veux pas que l'autre en soit responsable. Quand une caissière me rend la monnaie et elle se trompe de 10 euros, je lui dis, je veille à lui dire. Et si je me rends compte dans ma voiture, je retourne
et je vais voir la caissière, je lui dis, écoutez, vous m'avez rendu de la monnaie, manifestement, j'ai recalculé 2-3 fois, et en fait, vous m'avez rendu 10 euros de trop, enfin, il y a un truc qui ne va pas là. Et du coup, parce que je veux pas que ça soit elle qui, à la fin de la journée, on vienne lui piquer 10 euros sur son compte parce qu'elle a fait une erreur. J'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je le fais pas aux autres. Il m'est arrivé d'aller chez une amie, finalement, en partant, bon, il y avait un fil que j'ai pas vu, un fil électrique qui était branché à une prise, et en fait, j'ai tapé dans le fil, et j'ai arraché la prise, enfin, j'ai arraché la connexion avec les deux branches, là. Et une des branches était cassée. Et ben, j'ai dit, écoute, je suis désolé, vraiment désolé, je ne peux que te demander de remplacer cette fiche là, cette prise, et puis tu m'envoies la facture et je te rembourse. J'ai même pas pensé à faire jouer une assurance. J'aurais pu, j'ai même pas pensé. Et du coup, bah oui, c'est moi, bah oui, alors j'aurais pu dire, ah, mais ouais, mais c'est ta faute, t'as laissé ta prise en plein milieu du passage. Et donc j'aurais pu me dédouaner de ma responsabilité. Mais en fait, non, je veux pas faire ça. Parce que j'attends des autres qu'ils fassent la même chose pour moi, parce que c'est juste, ça me paraît juste. Et donc, c'est ça qui s'est passé. J'ai remboursé, et ça m'a coûté des sous, parce que c'est un truc un peu spécial, et voilà. Et c'est ok, c'est ok. Et c'est là où le principe de réciprocité, il arrive avec toutes ces valeurs. Donc nous sommes responsables de nos choix, de nos décisions, nous sommes responsables de nos actions. Et qui dit action dit réaction. Action-réaction. Mais quand on parle de réaction et que nous sommes responsables de nos réactions, ça nous ramène à nos émotions. Nos réactions émotionnelles. Comme la colère, comme la haine, comme la jalousie, comme la peur. Et donc nous devons entendre aussi que nous sommes responsables de nos émotions, de nos réactions émotionnelles. Et là c'est super important, et c'est là où nous marchons sur la tête, je crois. Et je vais essayer de vous le prouver. Nous avons tendance à oublier que quand nous vivons quelque chose, l'autre n'est pas responsable de notre réaction. Nous oublions que entre l'émetteur, notre interlocuteur, qui émet un message ou qui émet une action, cette action, ce message va passer dans les coulisses de notre intériorité, dans des filtres de notre intériorité, des filtres qui nous sont personnels, comme des filtres à sable, pareil, comme dans une piscine. Et du coup, cette information va venir se colorer, se teinter de notre propre énergie, de notre propre vision du monde. Et nous pouvons imaginer, on a tous du sable de couleurs différentes, et que quelqu'un vient nous dire quelque chose, hop, ce quelque chose va passer dans ce sable avec ces couleurs-là, ce message va prendre une teinte qui est la nôtre finalement, et hop, nous allons réagir par rapport à ça. Et nous oublions que c'est notre réaction, c'est notre propre réaction. Et que donc on dit, tu me mets en colère. Oh, arrête, hein, tu me mets en colère. Hein. Arrête tout de suite. Ah non. Ah non, 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 c'est là où il faut arrêter. C'est là où il faut faire stop. Hop, on fait une pause et puis on réfléchit à ce qui se passe. Et je crois que c'est fondamental. Nous devons arrêter de dire tu me mets en colère, tu me fatigues. Oh, tu m'agaces. Oh, à cause de toi, je suis désespéré. Oh, si tu me quittes, je vais me tuer et tu seras responsable de ma mort. Enfin, ça va, enfin, vous voyez. C'est grave comme transgression finalement. Enfin, vous voyez, enfin, là j'en rigole un peu, mais enfin, je fais un peu mon cinéma, mais quand on prend les choses, ça nous amène à des situations où nous vivons l'enfer finalement, des deux côtés. Parce que celui qui croit que l'autre est responsable de ses émotions, il vit l'enfer parce qu'il se sent victime, est complètement démuni et impuissant. Et l'autre qui est face à ça et qui se dit merde, c'est moi qui suis responsable de ce qu'il va vivre, de sa réaction, donc faut que je me contraigne à ne pas bouger une oreille parce que sinon il va se donner la mort. Enfin, vous voyez, un truc de dingue. Ou il va se mettre en colère, ou il va avoir peur, ou il va faire ci, ou il va faire là. Enfin c'est là où il faut recadrer, c'est là où il faut reborner, je crois,
impérativement cette responsabilité qui est là, qui du coup est tordue, on marche sur la tête. Donc c'est ma colère, je suis en colère. Ah oui, quand tu as dit ça, j'étais très en colère. C'est ma colère, mais laisse-moi tranquille. C'est ma colère, c'est la mienne. Il faut que j'aille la gérer, il faut que j'aille regarder ce qu'il y a dedans. Il faut que je regarde un peu qu'est-ce que ça veut dire cette colère pour moi. D'où elle vient. Quelles sont les valeurs, les règles transgressées, les critères transgressés. Et c'est là où nous avons une richesse d'informations. Et c'est là où, en faisant cette introspection, nous avons du verbe, nous avons des mots qui viennent. Et nous pouvons finalement commencer à avoir un narratif. Nous pouvons, dans le message que nous pourrions faire à l'autre, nous allons pouvoir lui dire, écoute, en fait, quand tu fais cette réflexion, en fait, moi, ce que je vis, c'est une grande colère parce que, en fait, c'est comme si tu ne respectais pas la personne que j'étais. Et donc, il y a comme voilà, un irrespect. Donc, et on peut dérouler, en fait, ce que nous vivons dans nos émotions, dans notre intériorité. Et donc, nous pouvons dire notre je, ce que j'appelle dire notre je, c'est parler, en être authentique de ce qui se passe en nous et de notre propre réactivité. Et nous pouvons peut-être devoir le dire à l'autre. Et c'est pas forcément nécessaire. Des fois, nous pouvons vivre une situation et puis juste nous rendre compte que, comme je l'ai expliqué, bon, je vous ai parlé d'un moment où j'étais jaloux et en colère avec une personne. Ben voilà, c'est d'aller chercher, et puis en fait, d'aller chercher en soi ce qui se passe, et du coup, nous allons trouver une richesse, et nous allons peut-être aller quelque part dans notre enfance où nous avons vécu une situation un peu similaire et nous allons pouvoir guérir de ce petit garçon ou cette petite fille, nous allons pouvoir prendre soin d'elle ou de lui pour ne plus avoir cette blessure qui soit comme une plaie qui est ouverte là et qui dès qu'on touche un peu, ça fume. Et c'est super important d'être dans cette dynamique relationnelle avec soi-même, parce que du coup ça nous ramène à une relation à soi-même, parce que la relation à l'autre nous ramène à une relation à soi-même. Et c'est franchement super important. Et donc pour expliquer que nous sommes finalement responsables de nos réactions, enfin que nous sommes dans cette énergie-là, je vais tâcher de vous raconter un truc, faire une expérience avec vous. Donc aujourd'hui, avec la numérisation, avec l'informatique, avec la mathématique, nous pouvons numériser, scanner un espace comme un terrain de foot, et avec des cailloux, des rochers, enfin, vous voyez, comme en montagne, plein de rochers partout, des cailloux, plein de trucs. Et donc, nous pouvons scanner tout ça et avoir une image finalement virtuelle, extrêmement précise de cette surface. C'est OK pour vous? C'est possible. Bon. Je peux imaginer, je vous propose d'imaginer que vous choisissez un caillou parmi tous ces cailloux, un caillou pas trop gros, et donc nous pouvons également imaginer de scanner ce caillou, de le numériser, d'en savoir la forme, la taille, le poids, la masse, le centre de gravité, enfin voilà, on fait le tour du caillou, on sait de quoi on parle. Et on peut poser ce caillou précisément sur un rocher par exemple, dans cet espace-là numérisé. Et vrai en fait. Ok, c'est bon pour vous, donc voilà, tout est en place pour faire l'expérience. Et donc je vous invite à être le premier participant de cette expérience. Et donc je vous demande, du haut avec ma blouse blanche de scientifique, et d'autorité scientifique, je vous demande de donner un coup de pied dans ce caillou. Vous donnez un coup de pied. Et donc ce geste de coup de pied va être filmé. On va savoir précisément la force de votre coup de pied, le point d'impact du coup de pied, la direction du coup de pied. On va pouvoir en fait avec ces informations-là à l'avance savoir où est-ce que le caillou va atterrir. Merde. Et on est capable de faire ça. Mathématiquement, enfin je crois, en tous les cas, on ne va pas se tromper de beaucoup. Parce qu'il y a toujours une probabilité de petite erreur à droite à gauche qui va faire que... Mais en gros, on va savoir, je sais pas,
dans un rayon de, je sais pas, 50 cm, 1 mètre, peut-être on va savoir où va atterrir le caillou. C'est génial. Et donc, si vous êtes OK avec cette expérience-là, je vous propose la deuxième étape de l'expérience. Et qu'à la place du caillou, je vais mettre un caniche. Et l'idée, c'est de savoir où va atterrir le caniche. Mais avant ça, la question, c'est comment vous allez, vous, en tant qu'être humain, avec vos filtres, avec vos émotions, comment vous allez réagir à ma demande? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez donner un coup de pied dans le caniche? Et donc déjà, ça nous interpelle sur votre propre réaction par rapport à ma demande. Et s'il y avait, je sais pas, 100 candidats, eh ben, il y aurait bien un candidat, ou 2 candidats, ou 3 candidats qui accepteraient de donner un coup de pied dans le caniche. Alors que d'autres diraient non, non, il n'est pas question, pour plein de raisons. Pour le bien-être animal, pour que moi je peux pas, par rapport à sa propre sensibilité, par rapport au fait de voilà, ne pas vouloir faire du mal aux autres, voilà, on peut trouver euh, toutes les raisons possibles. Voilà, chacun va réagir à sa façon. Et ben pour la colère c'est pareil, pour la peur c'est pareil, pour la tristesse c'est pareil, pour la souffrance c'est pareil. Nous avons chacun notre manière de réagir, et c'est notre manière de réagir. Et nous avons des choses à gérer par rapport à ça. Admettons que je trouve un candidat ou une candidate qui donne un coup de pied sur le caniche. On est incapable de savoir où va atterrir le caniche, parce que le caniche, il a sa propre réaction par rapport à ce qui va se passer. Il va recevoir un grand coup de pied dans le derrière, et par rapport à ça, comment il va faire? Mais peut-être qu'il va partir à fond le train, tout droit, le plus loin possible. Peut-être qu'il va se partir, va être surpris, certainement surpris, et du coup il va se lever derrière un rocher pour en attendre de voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va se retourner vers vous et se lever dans vos pattes pour essayer d'avoir un petit peu de tendresse, un peu d'amour par rapport à ça. Peut-être qu'il va essayer de vous mordiller le mollet. Je ne sais pas comment il va faire, comment il va réagir. Ça va dépendre de ses filtres à lui et de sa sensibilité à lui. Si c'est bon pour vous, je vous propose la troisième étape de l'expérience. Donc j'enlève le caniche, on lui fait tous un petit câlin, et puis on le met de côté, et puis à la place on met un Rottweiler. Ah ah. Et donc on change les données, tout de suite on change les données. Un petit caniche, bon c'est un caniche, mais un Rottweiler c'est pas c'est pas la même bestiole, c'est pas le même tempérament, c'est pas comment on fait. Donc là aussi, est-ce que vous êtes ceux qui auraient pu donner le coup de pied dans le caniche, est-ce que là ils vont accepter de faire je sais pas. Là aussi ça dépend de votre réaction. Et du coup, là aussi, si quelqu'un acceptait de donner un coup de pied dans les fesses du Rottweiler, on ne sait pas où est-ce que le Rottweiler va atterrir. On ne sait pas comment il va réagir à ça. Il va peut-être réagir comme le caniche, ou peut-être qu'il va vous attraper à la gorge pour se défendre. Je ne sais pas. Et donc c'est un élément important pour vous que nous puissions prendre conscience que nous sommes responsables de nos réactions, de nos actions, de nos réactions aussi émotionnelles. Et quand, je milite dans mon côté féminin, je milite pour protéger le féminin sacré. Et quand un homme va massacrer sa femme pour des raisons totalement grotesques, le repas n'est pas prêt, j'en sais rien, une jalousie mal placée, quelque chose un comportement qui lui a pas plu, une réflexion qui lui a pas plu, et il se met en colère, en furie, à tout péter dans la baraque et à fracasser sa compagne. Bien sûr que la compagne n'est pas responsable de sa réaction. Et c'est là où nous devons borner les choses, que ça soit très clair.
cet homme est bien responsable de sa réaction émotionnelle, de sa colère, de sa haine, de sa jalousie, de ce qu'on veut. Il est responsable de ça et il doit apporter une réponse à ça. Mais il doit apporter une réponse à ça pour éviter que ça se reproduise, évidemment. Mais il doit aussi apporter une réponse par rapport à quelque chose qui n'est pas juste. Enfin, il ne peut pas se laisser finalement entraîner par une scène peut-être d'enfant, par des scènes répétées de son enfance, où peut-être que la figure paternelle était dans cette énergie-là, et il ne peut pas reproduire ce schéma auprès de sa compagne, de la personne qu'il aime, parce qu'il y a certainement beaucoup d'amour aussi. Et donc c'est prendre soin du petit garçon qui est en lui, qui nécessite d'aller voir un peu ce qui se passe avec cette colère, avec cette violence, cette agressivité. Et peut-être que cet homme, il a besoin aussi de prendre contact avec son féminin, avec sa sensibilité, avec ce que nous portons tous finalement en nous. Et si les hommes, parce que les hommes qui fracassent les femmes, ce sont des masculins masculins, souvent, qui sont dans cette férocité, ce côté, donc le masculin mais sans rondeur. Et c'est ça qui se passe. Je ne peux que vous proposer un livre de Guy Corneau, La guérison du cœur, et pour les hommes, Père manquant, Fils manqué, qui est un livre dédié au fils et à la relation père-fils. Et donc c'est super nécessaire de faire ce chemin et que cet homme, ces hommes puissent faire leur propre chemin et dans la responsabilité qui leur appartient, d'assumer les conséquences de leurs réactions. Mais assumer les conséquences de ces réactions, c'est aussi faire ce travail sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se dédouaner. Ce n'est pas un juge finalement d'obliger quelqu'un à faire ce travail-là. Donc là aussi, ce que je vous raconte nécessite aussi une prise de conscience, un éveil de notre conscience. Et donc, que ça soit la souveraineté que la responsabilité, et là je ne vous ai parlé que de 2 valeurs, nous ramène finalement à la dernière des valeurs dont je vais vous parler, c'est cette nécessité de grandir à soi-même, cette nécessité d'éveiller sa conscience de ce qui se passe et de prendre en compte cette réciprocité que ces hommes-là, ils ne veulent pas être massacrés non plus, ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Donc il ne faut pas le faire, enfin voilà, c'est juste simple, c'est juste simple. Et si nous ne le faisons pas, nous vivons l'enfer. Et ces femmes, elles vivent l'enfer, parce que du coup, de leur côté, effectivement, elles se sentent responsables finalement de cette réaction. Et elles sont convaincues qu'elles sont responsables, que c'est de leur faute. Mais non, elles ne sont pas responsables de la réaction de l'autre. Alors bien évidemment, elles sont responsables de ce qu'elles font dans leur vie, dans cet espace relationnel qui est coupé en deux. Lui, il est responsable de ce qu'il fait, et puis elle est responsable de ce qu'elle fait. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet, s'il y a un lien de cause à effet, mais elle n'est pas responsable de sa réaction. Il pourrait réagir autrement. Je ne sais pas si le repas n'est pas fait, s'il n'a pas eu le temps de faire le repas et qu'au lieu de se mettre en furie, en colère, à tout péter dans la baraque, il dit écoute, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, ou qu'est-ce que je peux manger, trouver une autre stratégie, qu'est-ce que je peux manger en attendant, il n'y a pas des gâteaux apéritifs là qui traînent, là, que je puisse manger en attendant que le repas soit fait, que je puisse, parce que j'ai super faim, se connecter à sa faim, à son besoin de manger, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Et du coup, vous voyez, donc la femme n'est pas responsable de la réaction de son conjoint. Enfin, il peut réagir autrement. Il a le droit. C'est comme un Rottweiler ou un caniche. Et ce n'est pas un caillou. Parce que le caillou, il ne demande rien à personne. On le tape dedans. Il va là où la vie l'emmène. Bon, si cette petite histoire que je vous raconte n'est pas suffisante, je vais vous en raconter une autre. Alors je ne sais plus où j'ai trouvé cette histoire, mais c'est Anthony Robbins qui la raconte, alors dans un livre ou dans une vidéo, je ne sais plus. Et en fait, il explique qu'il a eu l'occasion d'interviewer, donc Anthony Robbins, c'est quelqu'un qui est pour moi une pointure en PNL, en programmation neurolinguistique, et qui a ce profil des gens qui sont capables de se fixer des objectifs et de les atteindre, et donc d'être dans cette configuration-là, et donc il relie un profil
sur l'anéagramme, mais bon, voilà, c'est sa compétence. Et donc il a eu l'occasion d'interviewer, et pour Anthony Robbins, il y a des vidéos, si vous voulez aller regarder sur YouTube. Donc il a eu l'occasion d'interviewer deux frères, un qui était le type même de la réussite américaine. Voilà, vous imaginez le truc, le gars qui est chef d'entreprise, qui a beaucoup d'argent, qui a donc une belle maison, une piscine, une belle voiture, une épouse merveilleuse, etc. Le type même de la réussite. Et l'autre, son frère, qui est je crois qu'il était le cadet, depuis qu'il avait 13, 14 ans, 15 ans, et il a traîné dans des prisons, enfin il a été délinquant, il a fait tout un tas il a touché la drogue, enfin il a fait plein de trucs de ce genre-là. Et donc il a fait de la prison, et il n'a pas vraiment eu l'occasion de construire sa vie comme son frère. Et la question d'Anthony Robbins s'est dit, mais en fait, comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, les deux frères ont eu la même réponse. Avec le père que j'avais, je ne pouvais faire que ça. Et donc ça nous dit bien que nous sommes responsables de notre réaction face aux situations, aux événements. Nous sommes pleinement responsables de ce qui se passe. Et si nous n'en prenons pas conscience, c'est ce que j'ai vécu finalement. Quand j'étais adolescent, j'ai vécu un déménagement, et ça a été un drame pour moi. Un drame dont j'ai même pas eu conscience finalement, parce que là aussi, j'ai pas compris tout ce qui se passait. Et que donc du coup, c'est longtemps après que j'ai compris que c'était une super expérience, que cette expérience était nécessaire pour moi, pour me réveiller justement, pour me donner une grande claque dans la figure, pour dire, oh, Francis, réveille-toi, prends conscience de ce qui se passe. Mais ce que j'ai pas vécu donc quand j'ai été adolescent, à un moment donné, c'est revenu plusieurs fois. Et donc si j'ai pas tiré les... Enfin, vous voyez, donc quelque part je suis responsable, nous sommes responsables de ce qui nous arrive finalement. Nous sommes responsables de nos choix et de nos décisions, mais aussi de nos non-choix et de nos non-décisions. Parce qu'à chaque fois que nous vivons quelque chose, on a toujours deux choix en fait. Ah, je vais à droite, je vais à gauche. Bon, je vais ni à droite, ni à gauche, j'attends un peu, je temporise. Mais la vie, elle nous pousse, donc à un moment donné, on va quelque part. Et de choix en choix et de décision en décision, à un moment donné, on arrive là, dans notre vie, et on se dit, oh non, j'ai pas de chance. Hein. Mais en fait, la vie est difficile, c'est comme si... Mais en fait, non, on n'a juste pas pris en compte des éléments qui étaient en nous. Et donc, de ce qui nous arrive là, cette situation dans laquelle que nous vivons et qui est désagréable pour nous, nous reprochons à la vie de nous avoir donné cette expérience, mais en fait, c'est nous qui en sommes responsables. On est responsable de tout ce qui nous arrive finalement, je crois. Et cette nécessité de prendre cette responsabilité, de se dire, ok, je suis responsable de ça, je vis ça, qu'est-ce que je vis là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour vivre ça, quelle information ça me donne, quel apprentissage j'ai à tirer de ça. Et quand on fait ça, on avance. On assume sa responsabilité, on n'est plus victime. On peut plus se mettre victime, plaintif, oh c'est ci, c'est là, c'est pas facile la vie, tatati tatata, oh, c'est tata et l'autre, et de renvoyer notre vécu à l'autre et à l'autre et à l'autre et à l'autre, et de rester planté en fait dans la vase là, les deux pieds dans la glaise. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Et donc bien évidemment qu'une situation nous ramène à nos incompétences, à nos insuffisances, à nos limitations. Ouais, c'est super douloureux. C'est super douloureux de voir que on manque de compétences, on manque de savoir-faire, de savoir-être, et souvent on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, c'est après qu'on s'en rend compte. Donc oui, c'est super douloureux de prendre la responsabilité de ce que nous vivons, ouais, c'est pas commode. Mais si on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire pour nous? Et si on ne le fait pas d'expérience en expérience, comment on arrive à nous éveiller, à éveiller notre conscience? On ne peut pas.
Et donc toutes les expériences que nous vivons, ce sont de belles expériences qui nous invitent à éveiller en nous quelque chose, une part de nous-mêmes, à aller chercher des compétences, à aller chercher à dépasser nos limitations, à dépasser nos croyances limitantes. Enfin, c'est une merveille. Et tout ça, c'est dans notre espace relationnel. Regardez ce qui se passe. Tous les jours, 1000 fois par jour, nous avons l'occasion, l'opportunité de rayonner la plus belle version de nous-mêmes à un moment donné. Nous avons tout ça, en fait, finalement. Et au lieu d'aller de nous expanser, eh ben non, c'est de la faute de l'autre, c'est de lui, enfin, et on pointe du doigt là, enfin, on reproche, on est victime. Non. C'est pas juste. Je crois que c'est pas juste. Je crois que c'est pas juste. Je vais vous donner un autre exemple. Je bombarde d'exemples parce que c'est tellement waouh. Vous avez le président de la République qui va faire un discours à la télévision. Il va lancer un seul message à 67 millions de personnes. Si vous pensiez que finalement l'autre était responsable de votre émotion, si vous êtes de ceux qui disent « tu me mets en colère, tais-toi », arrête, tu m'agaces. Voilà. Si vous renvoyez votre émotion à l'autre, ça veut dire que l'autre, il est responsable de votre émotion. Et donc là, je vous mets en configuration où il y a un personnage qui envoie un message à 67 millions de personnes. Et donc si je prends ce que vous racontez là, ce que vous croyez, si ce personnage-là est responsable de la réaction de l'autre, il est responsable de la réaction de tous les autres, des 67 millions de personnes. Mais non, bah non, parce que face à ce discours, ben, il y a une partie de la population qui vont applaudir, qui vont être enchantés de voir peut-être leur actif être protégé, que sais-je, j'en sais rien. En tout cas, ils vont réagir de manière très, très satisfaite par rapport à leurs valeurs, à leurs critères, à ce qui est important pour eux dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont être vent debout, qui vont prendre leur tracteur, qui vont monter à Paris. C'est d'actualité. Il y en a d'autres qui s'en foutent, qui n'ont même pas allumé la télé. Il y en a plein qui ont arrêté de regarder la télé, parce qu'ils savent. Et donc nous avons autant de réactions que d'individus finalement. Ce qui veut dire que celui qui parle, il n'est pas responsable de la réaction de l'autre et des autres. Et même si, je sais pas, un chef d'entreprise ou un chef d'équipe dans une réunion de service dit quelque chose et que ça met tout le monde un petit peu en bouillon, eh ben si on regarde un petit peu, alors oui, globalement tout le monde n'est pas content, mais si on fait un petit questionnaire pour voir qu'est-ce qui se passe précisément, qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce que tu vis par rapport à ça, eh ben on va pouvoir peut-être mesurer plein de différences. Et que cette colère vécue par un, ben, elle va être reliée à ça et ça, la colère vécue par l'autre, elle va être reliée à autre chose, plus un petit peu plus, puis on va avoir plein d'éléments différents. Et que donc celui qui parle, il n'est pas responsable de la réaction des autres. C'est super important. Je bombarde là parce que du coup, je crois, c'est cet élément dans lequel nous baignons tout le temps en fait, en permanence. Écoutons les chansons d'amour. Toutes les chansons d'amour parlent de quelqu'un qui est en souffrance et que l'autre que cette souffrance est due au départ de l'autre, à la négligence de l'autre. Enfin voilà, quelque chose l'autre est responsable de ma souffrance. Non. Non, j'ai expérimenté pour vous. Non. J'ai expérimenté pour vous. Non. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement douloureux dans une relation amoureuse. Et c'était la nuit noire de l'âme, je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente. Et je tenais à ce que ça soit ma souffrance. L'autre n'est pas responsable de ça. Même si c'était super difficile, pendant 3 ans et demi, ça a été extrêmement douloureux, difficile. Ça a été l'enfer. J'ai vécu l'enfer, je crois. Ouais. Et j'aurais pu finalement aller au bout de ma souffrance et d'en mourir. Mais j'ai choisi d'aller au fond, d'aller voir un peu ce qui se passait. Et cette souffrance était tellement forte que je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Comment ça peut être possible?
Et qu'en fait, je me suis rendu compte que je manquais tellement d'amour de moi-même. Et que la personne j'avais rencontrée était tellement merveilleuse, je la trouvais tellement merveilleuse que j'étais en amour, par rapport à ça, parce que finalement, elle réactivait en moi des choses que j'avais éteintes depuis longtemps. Et que donc du coup, c'était bien ma souffrance, c'était bien ma focus, mon focus, c'était bien ma réalité intérieure. Et donc j'ai mis longtemps, j'ai mis plus de 3 ans et demi à sortir de ça, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et ça a été extrêmement douloureux. Mais c'est ma souffrance. Et c'est super important de considérer que c'est notre souffrance. Donc nous sommes responsables de nos choix, de nos décisions, de nos actions, de nos réactions, de nos émotions, de nos états internes. Et la dernière, alors je la pose en termes de questions, moi j'ai la réponse, mais je vous pose la question, c'est est-ce que nous sommes finalement, en partie ou en totalité, responsables de nos malaises et de nos maladies? Et donc là, je mets le doigt dans quelque chose d'extrêmement important, et donc je vais tâcher de vous apporter des éléments d'information. Donc je suis aide-soignant aussi, et donc j'ai appris je crois que c'est la perle, le cadeau de la formation d'aide-soignant que j'ai gardé précieusement, ça s'appelle l'homéostasie. Et tel que ça m'a été raconté, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi tout le monde ne s'approprie pas cette information, parce que c'est une richesse absolue. Et donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Que l'homéostasie, c'est en fait l'équilibre de notre système. Nous, avec notre corps, nous sommes un système, un écosystème. Nous avons 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Donc nous sommes un écosystème à nous tout seuls. Et cet écosystème, il est en équilibre finalement. Il est en équilibre et il fonctionne et il se régule de chaque seconde. Et vous pouvez pas, vous imaginez pas la richesse que c'est. La pression sanguine, le pH du sang, les yeux qui clignent pour lubrifier les trucs, la température du corps, la glycémie, tout. Le rythme cardiaque, Et donc tout ça, c'est en équilibre. Et que quand nous mangeons, il y a tout un système de digestion qui se prend en charge. C'est un système extraordinaire. L'homme n'est pas en capacité d'égaler ça, c'est pas possible. Je ne sais pas d'où nous venons, comment nous sommes arrivés à être ce que nous sommes, mais c'est absolument extraordinaire. Et donc l'homéostasie, c'est l'équilibre de notre système. Et cet équilibre, il repose sur 5 ou 6 valeurs, j'en oublie toujours une, 5 ou 6 besoins. Donc il y a le besoin biologique, il y a le besoin psychologique, le besoin culturel, le besoin philosophique, le besoin spirituel et le besoin sociologique. Je ne sais pas si je l'ai dit une fois, il y en a 5 ou 6. Et du coup, donc tous ces besoins sont en interconnexion les uns les autres. Et du coup, donc en interaction en intériorité, dans notre intériorité, et en connexion avec notre environnement immédiat. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parle dans mon bouquin du sonar, et du sonar qui est là en permanence et qui vient comme un sous-marin, qui sonde un peu ce qui se passe en nous. J'ai une petite douleur là, j'ai ci, j'ai là, il se passe ça, oh là je suis agacé, oh là je suis un peu fatigué. Voilà. Et toutes ces informations-là, c'est des informations qui viennent restabiliser notre système, et que quand on est fatigué, on va se reposer, puis une fois qu'on est fatigué, qu'on est reposé, le système, voilà. Ça s'équilibre, c'est l'équilibre. Et que donc, c'est comme ça que ça se passe, notre système. Et donc, il n'y a pas que le besoin biologique. Il y a aussi les autres besoins psychologiques, spirituels, culturels, philosophiques, spirituels. Et donc, du coup, c'est une merveille de compréhension. Et donc, j'ai rencontré un jour un monsieur qui m'a parlé de son papa.
Et ce monsieur, ce papa, c'était un monsieur qui était chef d'atelier. Et donc, être chef d'atelier, pour lui, c'était son identité. Son identité profonde, l'identité qui le nourrissait finalement à tous les niveaux. Il était manifestement extrêmement compétent dans son boulot, dans son rôle, à faire le boulot aux autres dans de belles conditions, et donc il était un roi dans son domaine. Et donc il mangeait chef d'atelier, il marchait chef d'atelier, il dormait chef d'atelier, tout ce qu'il faisait, il était chef d'atelier. C'était son identité, sa seule identité. C'était la seule image qu'il pouvait l'enchanter dans sa vie. Et tout le reste, rien. Et donc il a traversé son existence avec ce rôle, avec cette casquette. Sauf qu'un jour, il est tombé à la retraite. Et en 9 mois, il est mort d'un cancer. Parce que, arrivé à la retraite, tout s'est effondré, tout son système s'est effondré. Parce que la croyance, la seule croyance, enfin, la seule identité qu'il avait, c'est « je suis chef d'atelier », ben, du jour au lendemain, il n'était plus chef d'atelier. Aux yeux de sa femme, il n'était plus chef d'atelier. Aux yeux de ses enfants, il n'était plus chef d'atelier. Aux yeux de lui-même, il n'était plus chef d'atelier. Il n'était plus rien. Et du coup, ben, tout son système biologique s'est effondré. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais, bien évidemment. Mais est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir cette réalité-là? Est-ce que ça serait pas intéressant de nous connecter effectivement à et en fait, est-ce que c'est pas qu'est-ce que je vis en ce moment? Quand je vois des personnes âgées qui finalement petit à petit se referment sur elles-mêmes et qui finalement se referment les bras, les jambes, enfin tout est verrouillé, fermé, elles ne parlent plus, elles ne regardent plus, elles sont vraiment complètement tournées vers elles. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des petites mamies que j'ai pu voir à 100, 102 ans, 105 ans sont pétillantes, sont encore avec l'œil vif, une curiosité, un intérêt, elles lisent encore le journal, elles s'intéressent à voir ce qui se passe en politique, enfin tout. Enfin, et ben non, elles sont pas comme ces petites mamies qui sont complètement refermées. Qu'est-ce qui se passe en elles? Qu'est-ce qu'elles vivent? Comment ça marche en elles? Pourquoi une personne réagit comme ça? Pourquoi l'autre réagit autrement? Et là-dedans, il n'y a pas que la biologie finalement. Je ne dis pas que c'est pas important, je mesure bien que c'est important, que ça fait partie des besoins fondamentaux de notre système. Mais ce n'est pas le besoin fondamental. Il y a des gens qui sont très perturbés dans leur sommeil, que je vois tous les jours, enfin toutes les nuits, qui sont perturbés dans leur sommeil. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles vivent? C'est intéressant d'aller voir. C'est super intéressant d'aller voir. Et donc, est-ce que nous sommes responsables ou pas? Enfin, comment ça marche? Jusqu'à quel niveau on est responsable? Et donc, ces informations que je vous donne nous invitent à être à l'écoute de nous-mêmes. Là aussi, à éveiller notre conscience, à éveiller ce qui se passe en nous, à comprendre un petit peu la mécanique générale de ce que nous vivons, de connaître notre corps déjà, de savoir quelles sont les différentes fonctions de notre corps et de savoir les repérer. Et donc nous devons aller chercher nos émotions. Enfin, vous voyez, nous avons des choses à faire dans notre vie pour bien vivre notre existence jusqu'au bout, pour mourir debout finalement. Mais si personne ne le fait, ben c'est l'enfer, on est en enfer. On est en enfer. Je ne suis pas sûr que ça soit la panacée. Enfin, moi, je vous parle de tout ça parce que c'est comme ça que je le vis, mais je crois que c'est vraiment nécessaire que nous puissions nous rendre compte le plus possible que notre espace relationnel, c'est un espace sacré, vraiment. C'est un espace qui nous apporte en fait qui nous apporte la vie en fait, qui nous apporte un élan de vie. Et l'élan de vie est essentiel. Je vous invite à lire le bouquin de Guy Corneau, La guérison du cœur. C'est un bouquin merveilleux et qui parle de l'élan de vie, de cette étincelle de vie que nous avons tous et que nous devons aller chercher si nous l'avons un peu trop loin dans nos chaussettes.
Donc voilà, donc j'ai fait le tour, je pense, de tous ces, de toutes ces facettes de la responsabilité. Et pour finir, j'aimerais juste dire que ouais, je crois que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans notre existence. Je crois, c'est ma croyance. Et que même si nous ne comprenons pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, le fait de se dire, bon, qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai à entendre, est une richesse absolue. Et qu'effectivement, nous sommes dans nos limitations, dans nos retranchements, nous sommes dans notre petit ego, notre conviction de cette pyramide, ce château de cartes là qu'il faut maintenir coûte que coûte pour pas nous effondrer. Et donc du coup, il y a des gens qui ne changent rien, absolument rien pendant des années, et qui sont verrouillés dans un truc, dans une posture, enfin, c'est coincé, verrouillé. Ben oui, mais ces gens coincés, verrouillés, on va les retrouver après, plus loin dans un grand âge, qui vont être coincés, verrouillés aussi, c'est sûr. Et donc, on a intérêt, je crois, à avoir ces informations pour faire son choix et pour avancer dans sa vie. Donc, c'est ce que je vous invite à faire avec ces vidéos avec ces vidéos et cette chaîne qui est dédiée à notre espace relationnel. Et j'ai à cœur vraiment de vous montrer, de vous démontrer, enfin de vous inviter à avancer dans cette découverte de cet espace relationnel qui est une merveille absolue et dont nous avons tous besoin. Parce que c'est aussi notre humanité. Et avec les autres valeurs qui vont suivre, avec la cohérence, l'égalité relationnelle, et puis la liberté, l'amour, et la vérité, et la recherche de vérité, et puis cette nécessité d'éveiller notre conscience, eh bien nous pourrons mesurer que ce principe de réciprocité vient se marier avec ces valeurs, et qu'en se mariant avec ces valeurs, ça nous unifie tous autour de belles valeurs qui font que nous sommes humains, et que nous sommes tous unis, réunis dans cette humanité, et que nous devons protéger coûte que coûte, nous devons protéger notre liberté, nous devons protéger avec ce qui vient aujourd'hui, avec cette volonté qui peut être merveilleuse, extraordinairement riche, de tout synthétiser sur une seule puce numérique, et de tout avoir en appuyant sur un bouton. Ça peut être une merveille, mais ça peut être un enfer total. Et donc nous devons là aussi éveiller notre conscience, nous devons bien comprendre que nous sommes soumis à des influences qui sont considérables. Et que de plus en plus nous sommes soumis à des influences qui sont féroces. Et c'est tous ensemble que nous pouvons créer autre chose, créer un monde meilleur. Et ça passe par chacun de nous. C'est ça que j'aimerais vous faire passer comme message. J'espère que ça marche. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre confiance, peut-être, qui est en train de se poser. Je vous invite à apprécier ces vidéos si vous appréciez, évidemment. Et encore une fois, vous êtes souveraine, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et si vous avez envie aussi de partager ces vidéos, si vous avez des gens autour de vous qui pataugent ou qui vous percevez qu'ils ne sont pas dans une justesse au niveau de la responsabilité, au niveau de la souveraineté, enfin plein de choses, bien partagez que ça puisse faire le tour, et partagez ces vidéos, non pas pour moi, je m'en fous, moi je suis juste le messager, et tout ce que je vous apporte là, ça ne m'appartient pas finalement. Donc c'est pas pour moi, c'est juste pour le bien commun, pour notre bien commun. À bientôt, merci, au revoir.